On va essayer, pour un débat qui pourrait être théorique, de le nourrir justement de vos expériences de terrain pour mieux comprendre aujourd'hui où nous en sommes sur ces questions-là, voire au-delà du DIH, dans les situations très, très complexes que sont devenues les situations de post-conflit. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la protection des populations. Alors, avec moi, autour de moi, trois éminents spécialistes et experts de ces questions. Je commencerai par Anne-Héry. Anne-Héry, donc vous représentez à Paris le Bureau de handicap international et vous êtes également dans des instances comme Coordination Sud, voilà, ou la Commission des droits de l'homme également. Voilà, vous trouverez dans les dossiers qui vous sont distribués des biographies plus complètes. Philippe Richman, donc vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit international et vous êtes aussi enseignant, notamment donc au département de sciences politiques de Paris 1 et auteur aussi de nombreux ouvrages sur les questions humanitaires et notamment le dernier, Une histoire de l'humanitaire, ainsi que je citerai celui paru avant, c'est-à-dire sur les ONG, une édition remise à jour, car c'est un monde qui bouge beaucoup. Et puis, Daniel Cahen, vous êtes donc de l'unité des conseillers juridiques aux opérations du CICR à Genève, donc vous êtes le chef adjoint, mais vous avez également beaucoup été sur le terrain, sur ces situations de crise. Donc, on vous entendra aussi sur des cas précis. Je voulais, en introduction, vous poser un peu la même question à vous trois, qui est celle qui est incluse un peu dans notre titre de ce soir, c'est-à-dire à partir du moment où le DIH sacralisé en tant que tel dans les conventions de Genève et à travers donc son application sur les conflits, à partir du moment où donc on est soit sur des fins de conflit ou soit sur des situations où ce droit international humanitaire vient donc en extinction, entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut lui substituer? Quels sont les outils qui peuvent apparaître? Quelles sont les conditions aussi pour les populations d'être protégées dans ce droit à protéger les populations? Voilà un peu en deux mots peut-être chacun, vu de sa fenêtre, une réponse à cette première question et ensuite on détaillera l'ensemble. On commence peut-être par Daniel Cahen. Merci. On pourrait répondre à la question en disant, une fois que les combats s'arrêtent, le droit humanitaire, donc le droit qui vise vraiment à régir les conflits armés, cesse de s'appliquer, et puis on passe à autre chose. Mais si on répondait de cette façon-là, ça serait trop simple finalement. Et peut-être quelques remarques là-dessus. La première remarque, c'est que malheureusement de plus en plus, on peine dans certains cas à voir le moment où le conflit s'arrête. Et il y a des conflits qui s'arrêtent simplement plus, ou qui s'arrêtent par moment et qui reprennent à un autre moment. Si on prend, je pense qu'on parlera ce soir de différents contextes, mais si on prend le cas de la République démocratique du Congo, voilà un pays finalement où la guerre ne s'arrête plus. Alors évidemment, il y a certaines régions qui sont aujourd'hui en paix, d'autres qui sont en guerre, mais la guerre reste présente dans la réalité quotidienne de beaucoup d'habitants de ce pays. Et puis finalement, même quand la guerre finit vraiment par s'arrêter, il serait trop simple de dire que la fin de la guerre marque la fin des problèmes. Il y a évidemment matière à se réjouir quand un conflit s'arrête, mais la fin du conflit peut aussi être le commencement des difficultés pour un certain nombre de gens. On peut songer par exemple aux situations dans lesquelles, dans un conflit interne, finalement le pouvoir va changer de main, et où peut-être une minorité ou des personnes qui étaient proches du régime qui vient de perdre le pouvoir vont se retrouver elles-mêmes en situation difficile, voire dans une situation de véritable persécution. Et puis évidemment, les conflits armés amènent beaucoup de conséquences dramatiques pour la population, et certaines de ces conséquences vont être présentes pendant des années, voire des dizaines d'années. Et là, on peut penser par exemple à la situation des personnes disparues pendant une situation de conflit armé et à la situation de leurs proches qui ne cesseront jamais de vouloir finalement connaître la vérité sur le sort de leurs proches disparus pendant les combats. Ce qui fait que juridiquement, le droit humanitaire a finalement un champ d'application dans le temps, si vous voulez, qui est assez élastique. Il y a pas mal de dispositions et de règles qui vont continuer à s'appliquer aussi longtemps que certains problèmes ne sont pas réglés. Et on en reparlera, et on pourrait mentionner simplement, en guise d'introduction, la situation des personnes qui sont toujours détenues après un conflit, les personnes privées de liberté, également les personnes qui ont été obligées de se déplacer
qui souhaitent rentrer chez elles, évidemment, mais ce n'est pas toujours facile. Et là aussi, le droit a quelque chose à dire. Et puis aussi, je l'ai mentionné, la situation des personnes disparues et de leurs familles, évidemment. Et là, on est dans quelque chose de très douloureux qui peut se prolonger très longtemps. On développera d'ailleurs tout à l'heure ces nombreux cas que vous évoquez. Mais je me retourne vers Aneri, alors qui représente Handicap International. Voilà justement une ONG qui est placée, comme le disait Daniel Cohen, à la sortie des conflits, mais où l'empreinte même de ces conflits reste dans les personnes qui ont fait l'objet des premiers soutiens de Handicap International, c'est-à-dire les victimes de mines, les victimes de ces conflits. Donc pour vous, la limite, elle est très floue entre effectivement la protection de ce droit international humanitaire et puis les droits de ces victimes qui sont encore dans le conflit et dans leur chair. En fait, c'est vrai que, comme le disait Daniel Cohen, la difficulté, c'est de pouvoir établir en fait la fin du conflit. Parce que souvent, dans les situations d'hostilité, très difficile de dire à partir de quel moment le conflit s'arrête exactement. Il y a le passage d'un conflit armé à des situations de troubles internes, tensions internes. C'est extrêmement difficile à déterminer. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces situations de flou, l'esprit du DIH devrait toujours s'appliquer. Bien évidemment, il y a la question des victimes civiles d'armes de guerre et après la guerre de tous les résidus explosifs de guerre. Bien entendu, les mines antipersonnelles, mais il y en a d'autres, donc qui continuent en fait d'affecter les populations longtemps après la fin des conflits. Donc là, effectivement, on doit accorder une protection spécifique à ces victimes. Je pense que, en fait, un des faits saillants dans ces situations de post-conflit, c'est une présence massive de groupes armés, que ce soit des armées officielles ou des groupes paramilitaires ou des groupes rebelles qui ne sont pas forcément toujours des armées. Donc une grande insécurité pour les populations. Et puis, il y a aussi cette question de populations qui ont été massivement déplacées pendant le conflit, donc qu'elles soient déplacées à l'intérieur du pays ou réfugiées dans des camps. Donc tout ça, c'est des situations qui sont exceptionnelles, qui sont pas censées être normales, mais qui vont se prolonger bien après la fin du conflit. Donc là aussi, tant que tout n'est pas revenu à la normale pour ces populations, l'esprit du droit international humanitaire devrait continuer à s'appliquer. Merci Anne. Philippe Riffman, donc au-delà du DIH, donc, il y a l'action humanitaire. Mais est-ce qu'il y a donc quel type de droit l'action humanitaire peut-elle générer pour poursuivre ce DIH lorsqu'il est censé s'éteindre? Bonsoir, je crois que la réponse est en partie dans la question. De façon un peu provocative, on pourrait dire l'action humanitaire se poursuit après la fin des hostilités. Elle se poursuit pendant un certain temps. Après l'arrêt du conflit, pourquoi est-ce que le droit international humanitaire cesserait d'être applicable alors que l'action humanitaire, elle, se poursuit? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut essayer d'éviter une déconnexion trop forte entre les règles de droit, entre le droit international humanitaire et l'action opérationnelle des organisations humanitaires. Ça, je dirais que c'est le premier élément de réponse. De toute façon, on va développer tout à l'heure. Le second, c'est qu'effectivement, dans les conflits que nous connaissons aujourd'hui, qui pour l'essentiel sont des conflits armés non internationaux, et les deux autres intervenants viennent de le souligner, le moment de la cessation du conflit, il est pas très simple à trouver. Vous avez cité tout à l'heure la RDC, on peut citer le Burundi, par exemple, où le conflit a réellement cessé il y a juste quelques mois avec le dernier groupe de guérilla, le dernier groupe armé qui a réintégré le champ politique, qui a cessé les combats. Donc c'est très récent. Et en même temps, toutes les zones du Burundi n'étaient pas impactées par les combats, mais les questions d'action humanitaire et les questions de droit humanitaire se posaient pour les populations déplacées, pour les victimes des mines antipersonnelles, des bombes à sous-munitions et autres.